Bonsoir. Donc merci d'être venu à cette rencontre qui clôt donc ou qui clôt presque, hein, peut-être après. En tout cas cette rencontre de fin d'après-midi, 1er avril à Laval, pour 3 autrices qui ne sont pas des poissons d'avril et qui sont bien là en chair et en os. Alors donc une rencontre pour laquelle nous avons le plaisir d'avoir ce soir, donc de ma gauche, enfin à partir de ma gauche, Elsa Jonquet-Kornberg pour Il y aurait la petite histoire, paru chez Inculte. Ensuite Kinga Wierzykowska, Patte blanche, paru au Seuil. Et Françoise Collet, Vivante, chez Mialet Barreau. Donc 3 autrices et un seul thème pour fédérer les 3, ou en tout cas essayer de marquer certains contours, d'indiquer certaines orientations et certaines tendances. Un thème qui, je dois vous l'avouer, m'a un petit peu surpris au départ, parce que briser l'intime, les brisures intimes, il y a là-dedans quelque chose de profondément paradoxal, puisque l'intime, par définition, est ce qui nous est le plus propre, le plus infrangible, le plus secret aussi peut-être, en tout cas ce qui semble a priori se prêter le moins aux brisures, aux fêlures, aux fissures. Bref, ce n'est pas du verre, ce n'est pas du cristal. Donc peut-être une première interrogation sur cette nature de l'intime qui pourrait peut-être nous emmener très loin et qui va peut-être nous emmener très loin. Alors avant de commencer, peut-être quelques mots rapidement sur les livres. Donc Elsa Jonquet-Kornberg, Il y aurait la petite histoire. Alors c'est un livre dont je dirais qu'il est double, qui peut évoquer peut-être certains dessins, certains dessinateurs dont le trait est à la fois très ample et parallèlement très resserré. Très ample parce que le sujet est un de ces sujets qui touche à énormément de choses, à l'actualité, à la gravité, au bouleversement des intériorités. C'est la disparition d'une adolescente, et puis, on peut le dire, le viol. Et c'est la façon dont cet événement-là, cet événement indicible, inexprimable, ou en tout cas mal envisageable, va se réfracter, se répercuter dans l'esprit d'un homme, en l'occurrence le grand-père de cette jeune fille, le grand-père d'Hélène, Armand. Et c'est une façon aussi de tourner autour d'un sujet, mais tourner autour, c'est mal choisi, ou alors il faudrait évoquer des avions tournant autour de leur cible, parce que c'est un roman qui se caractérise, dont très caractéristique principale est peut-être son exactitude, sa quête de l'exactitude, exactitude des mots, exactitude dans la restitution, ou alors dans les limites de la restitution d'un fait, et exactitude aussi dans la phrase, dans le choix également de tout ce qui peut entourer un événement, décor, personnages, etc. Donc on en reparlera plus à loisir, mais c'était pour vous donner un premier crayon, une première idée. Alors chez vous, Kinga Wierzykowska, donc pour Patte blanche. Alors là, je dirais que c'est à la fois très différent et très proche. Donc, moi, je ne m'avance pas beaucoup, donc je vais me mouiller un petit peu plus. Très différent parce qu'en effet, ne serait-ce que l'ampleur, le volume du livre, déjà marque une nette différence. Il y a quelque chose dans ce livre qui est du côté de la réticulation, d'une expansion un petit peu tentaculaire, puisqu'il y a au centre, là encore, une famille qui va être zébrée, fissurée, brisée par un certain nombre d'événements, en tout cas par un événement central, qui est peut-être aussi un non-événement, on en parlera. Et cette famille-là va se diffracter, se répercuter selon les différents, pour reprendre une métaphore astronomique, les différents satellites qui la composent, c'est-à-dire une fratrie, 2 frères et une sœur, une mère, un fantôme qui accompagne la mère aussi, un père mais qui lui est situé dans le passé, et puis un autre frère dont l'existence se cantonne, en tout cas pour un certain temps, aux mails qu'il peut envoyer. Tout cela va se mêler. Il serait réducteur pardon, d'essayer de
de tirer un unique fil conducteur. Disons très rapidement, si je le qualifiais, je dirais que c'est un petit peu Balzac chez les Atrides ou les Atrides chez Balzac, puisqu'on a d'une part la cocotte minute familiale, et puis de l'autre, cette façon de prolonger, de tirer des fils, de poser un regard sur nos actualités les plus immédiates. Je dis nos actualités parce que non seulement on va voir est-ce que je peux parler de guest star pour un personnage pareil? Disons qu'on va voir ici un personnage réel comme Éric Zemmour faire une apparition. Enfin, on va surtout avoir un livre qui va tenter d'épouser ce mouvement à la fois contradictoire et opiniâtre, qui est le mouvement de l'image, du dédoublement de soi aujourd'hui à travers l'image. Et dans cet écrin d'actualité, cet écrin d'immédiateté, va se tisser une histoire familiale. Et cette histoire familiale, elle va être une histoire... alors, je vous citerai le titre d'un beau livre de Boumil Rabal, Une trop bruyante solitude, des histoires de solitude trop bruyantes. Donc voilà, pour le cerner très très vite. Et enfin, last but not least, Françoise Collet, donc vivante, chez Miel et Barreau. Alors ici, c'est une histoire de famille, et c'est une histoire de famille qui va là encore se dédoubler, se multiplier, puisque le personnage principal, la narratrice, est à la fois une jeune fille et une jeune femme, enfin, plus si jeune, mais donc il va y avoir ces deux temporalités qui vont se tresser, s'entrelacer. Et d'un côté, il va y avoir une enfance divisée entre la France et des origines familiales, entre le père et la mère, entre les pères même, puisqu'il y a eu un premier père et un second père. Donc on reparlera un peu de ces effets, un peu de dédoublement. Et de l'autre côté, cette jeune femme qui est en train d'accomplir une rupture amoureuse. Alors tout ce que je dis là est un petit peu pâteau, et il faudrait parler en premier lieu dans ce livre de la façon dont il aborde à travers une langue vive, à travers une langue extrêmement nerveuse, la façon dont il aborde ce qu'il faut bien appeler un destin, la construction d'un destin, et la façon dont une âme réagit, la façon dont les passions, ce qu'on aurait appelé il y a quelques siècles les passions de l'âme, c'est-à-dire l'amour, la haine, infusent une vie, la porte peut-être aux limites de la destruction parfois. Donc voilà, très rapidement, pour brosser un petit peu le tableau. Et avant de vous céder la parole, peut-être quelques mots pour raccorder ces livres au thème pour lequel nous sommes rassemblés aujourd'hui. C'est qu'il s'agit dans tous ces livres, vous l'aurez compris, d'un noyau familial, qui va être menacé, et qui va être menacé sur différents fronts, un front extérieur, un front intérieur, un noyau familial qui va peut-être lui-même sécréter son propre poison, et un petit peu comme dans ces dessins de fractal, où une feuille de fougère reproduit la fougère elle-même. Chacune des individualités, chacun des personnages peuplant ces romans va être lui aussi soumis à une espèce de dédoublement. Mais voilà, j'en ai beaucoup dit, et j'aimerais passer peut-être à la première figure, peut-être la plus évidente dans vos trois romans. Quelque chose se trame, quelque chose tourne autour de l'idée de l'étranger, de l'idée de l'intrus, de l'idée, et même plus généralement de l'idée de l'événement, de ce qui surgit, de ce qui est inattendu. Et je commencerai par vous, Kinga Wirzikowska. Et je vais tout simplement vous poser une question un petit peu abrupte. On a d'un côté un personnage, le personnage de Paul, qui est un personnage qu'on peut qualifier de réac. C'est une espèce de polémiste réac qui manie à tour de bras ces espèces de formules toutes faites qu'on trouve un petit peu partout. Et d'un autre côté, on a tout un scénario qui repose sur l'arrivée de l'étranger. Donc, est-ce qu'il est prématuré et excessif de voir dans cette famille menacée une façon aussi de cristalliser des fantasmes
des angoisses, des angoisses, des peurs de destruction qui seraient aussi bien à l'échelle d'un pays que d'une famille, que d'un personnage. Bonjour, tout d'abord, à vous tous, merci d'être là. Oui, c'est-à-dire que j'ai écrit ce roman, je l'ai commencé à la fin de l'année 2015, qui est une année très particulière en France, puisqu'elle commence avec les attentats de Charlie et elle se termine par le Bataclan. Et mon roman se déroule. Il commence en septembre 2014 et il se termine en décembre 2015. Et pendant cette durée, je vais raconter l'histoire d'une famille qui, en septembre 2014, a l'air d'une famille pour laquelle tout va bien. En tout cas, sur la photo, on dit comme ça en Pologne. Une famille, c'est bien sur une photo. Et puis après, quand on regarde au-delà, ça se fissure un peu. Et puis qui va finir, on le sait dès le début du roman, donc je ne divulgage pas trop, qui va finir enfermé dans sa maison en Normandie et refuser d'en sortir. Donc cette petite présentation pour dire que oui, effectivement, en 2015, quand j'écris, moi-même, je suis née en Pologne. Et donc j'ai immigré en France quand j'avais 6 ans, et en 2015 il y a à la fois effectivement des vagues migratoires de plus en plus importantes de migrants, donc qui n'arrivent pas dans les mêmes conditions que moi, mais je sens un repli très grand, une crainte qui n'est pas seulement une crainte en France, qui est la Pologne, le pays dans lequel je suis née, c'est un pays qui a complètement dérivé vers l'extrême droite, donc je sens un repli identitaire européen et qui m'inquiète, qui suscite entre autres inquiétudes sur le monde, également celle-ci. Et tout à coup, cette histoire de famille qui part à l'origine de l'histoire d'une famille française, d'un fait divers, d'une famille française qui s'est enfermée pendant 10 ans dans son château à Bordeaux, qui était une histoire que j'avais en tête, dont je savais que je voulais faire quelque chose. Soudainement, cette famille dont j'ai transformé complètement l'itinéraire, enfin, non pas l'itinéraire d'enfermement, mais en tout cas les personnages, eh bien, je me suis dit qu'elle venait peut-être, qu'elle pouvait raconter quelque chose, oui, qu'elle pouvait raconter quelque chose de la France. Et donc, j'ai voulu effectivement décrire cette famille française, bien sous tout rapport, issue d'un milieu bourgeois, parce que contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, l'extrême droite n'est pas l'apanage des milieux populaires, loin de là. Donc c'est aussi pour ça que je voulais en tout cas regarder ce repli dans ce milieu-là. Et voilà. Alors je tenais à commencer par cette question justement parce que là, vous montrez très très bien la façon dont ces thématiques-là ne sont pas seulement des espèces de thématiques extérieures ou sont-ils simples, disons des positionnements idéologiques, mais vous montrez aussi la façon dont ça travaille les psychés de l'intérieur. Et le personnage de Paul, bon, on pourrait parler longtemps de ce personnage-là, mais c'est aussi un personnage divisé, comme on dirait sur ses orientations sexuelles, par exemple. Donc il y a cette façon de ne pas seulement proposer un apologue à travers la famille, une façon de montrer comment elle est travaillée dans la matière même, dans la chair même de ces personnages, par ces questions d'ordre politique plus large. Bref, une façon de prendre en écharpe la petite histoire par la grande histoire. Et cette grande histoire qui prend en écharpe et qui infuse, imprègne et fait craquer les coutures de la petite histoire, ou de l'histoire individuelle et familiale, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez vous, Françoise Colleff, me semble-t-il, évidemment sous un autre aspect. Je parlais tout à l'heure de manière un peu sibylline des deux pères de l'héroïne. Alors précisons que la mère de l'héroïne a été d'abord mariée à un premier mari, d'origine juif autrichien, puis ensuite à un second mari, un Algérien venu donc travailler en France. Et j'avais un petit peu ce sentiment qu'à travers ces deux personnages, on voyait se mettre en place peut-être deux pans d'une identité européenne récente. L'une qui serait centrée sur, voilà, c'était de tout ce XXe siècle qu'on a pu connaître, ce XXe siècle qui tournait autour de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, marqué par des origines de l'Est. Et d'autre part, un autre fragment de ce XXe siècle, c'est le XXe siècle proto-post-colonial, si j'ose dire, c'est-à-dire l'arrivée des ouvriers, l'arrivée des migrants
Donc je me demandais aussi si un petit peu comme Kinga Wierzykowska, vous aviez conçu cette histoire un peu comme une caisse de résonance, comme une façon aussi de brosser un tableau peut-être plus large que les limites des définitions de vos personnages auraient pu le laisser penser au départ. C'est vrai que elle s'inscrit. On a dans ce roman, c'est ce regard avant-guerre qui était vraiment vers l'Est. Et puis le deuxième lit, cette femme qui est champenoise, bien française, qui a vécu la guerre, qui arrive à Paris et qui s'amourache de cet homme qui vient de vivre les horreurs de la guerre, puisque ses parents ont été décimés dans les camps. Et ensuite, elle va raconter l'histoire de cette femme et puis une espèce de balade comme ça à travers la France aussi, de Paris, ensuite la Champagne, et puis on va arriver à la frontière allemande, dans le bassin houillé, et là elle va se tourner vers cet homme qui est en errance aussi, cet ouvrier algérien qui vit dans une cabane, et avec qui elle va avoir d'autres enfants. Il y a l'idée dans tout ça avec la narratrice qui est la fille du deuxième lit, qui est la fille de l'Algérien, mais qui porte le nom du Juif. Il y a aussi la volonté de justement de raccrocher ces deux fratries et d'avoir un personnage qui se met à distance, puisqu'elle est ni l'un ni l'autre. Elle n'est pas... oui, elle est extérieure à toutes ces histoires, en même temps très importante, puisque c'est le maillon qui fait le lien entre ces deux fratries. Mais elle est à distance, et ça lui permet de raconter cette histoire et cette famille, oui. Alors cette distance que vous évoquez, c'est un autre point commun entre vos différents livres. C'est une distance qui n'est pas seulement circonstancielle, pas seulement due, comme on dirait, aux accidents, aux incidents et aux vicissitudes de la vie. C'est une distance, et là je me tourne vers vous, Elsa Juncker-Kornberg, c'est une distance qui est presque d'ordre ontologique, si on va employer de gros mots, puisque la distance, l'écart qui sépare le grand-père d'Hélène, dont on parlait tout à l'heure, c'est pas seulement une distance entre les générations, même si elle est présente, ou vous en parlez un petit peu, c'est d'abord une distance qui me paraît d'ordre presque philosophique. Le grand-père ne comprend pas la jeune fille, et quand je dis qu'il ne la comprend pas, c'est pas parce qu'il ne comprend pas une jeune fille qui mettrait de la musique trop fort dans sa chambre ou je ne sais pas quoi, il ne la comprend pas parce qu'il ne peut pas mettre de mots sur elle. Et je me demandais si un des points de départ du livre n'était peut-être pas un point d'interrogation sur cette espèce d'étrangeté absolue que peut être l'autre, qui devrait pourtant être le plus proche puisqu'il est de la même famille. Je ne l'avais pas pensé comme ça, mais oui, sans doute. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai pensé comme quelqu'un qui a bâti un ordre, qui se décrit lui-même comme étant un patriarche, et il met des valeurs positives derrière ce mot, et que quelque chose lui échappe dans le personnage de cette jeune fille, que par ailleurs on ne verra jamais dans le livre, on ne la voit que par lui. Et comme elle lui échappe et qu'il ne peut pas laisser de trou, et qui s'inquiète pour elle en fait, mais on ne sait jamais s'il a raison de s'inquiéter, si elle déconne vraiment beaucoup ou juste comme une ado déconne de temps en temps. Je crois que pour combler ce fossé, il fantasme beaucoup, et que plus elle lui est étrangère, plus il lui prête une vie secrète qu'elle aurait, une vie où elle ferait des conneries, une vie où il lui fantasme une sexualité pas forcément déviante, mais une sexualité qui ne lui plaît pas en tout cas. Et
Oui, c'est sûr qu'elle est une étrangère pour lui, mais peut-être qu'à la base, elle ne l'est pas. Et que c'est lui qui, à force de fantasmer, en fait une étrangère, parce que ses propres fantasmes l'inquiètent. Et peut-être qu'il s'inquiète lui-même, à propos de lui-même, de fantasmer comme ça. D'ailleurs, vous laissez ouverte cette possibilité avec une évocation d'un épisode de sa jeunesse qui reste quand même relativement flou. Oui, il se souvient régulièrement, c'est des passages très courts, mais régulièrement, il se souvient d'une amourette qu'il a eue avec quelqu'un qui n'aura pas de nom, qui s'appellera juste la petite italienne, avec qui il avait un rapport de classe déjà, puisque lui était en vacances sur le domaine, le manoir de son grand-père, et la petite italienne, c'est la fille de saisonniers qui viennent faire les vendanges. Et il reconvoque ce souvenir par association d'idées, et il l'évoque avec tendresse, nostalgie, inquiétude. Il se souvient surtout que cette gamine, elle avait très peur de son propre père, et qu'un soir, il l'embrasse, du coup, elle reste avec lui un peu longtemps, et qu'elle a peur de la punition qu'elle risque de recevoir. Et c'est sûr que c'est un souvenir pour lui à la fois ému, d'un amour de jeunesse, mais c'est aussi un souvenir de toute puissance, où lui a le droit d'être là, lui peut la regarder depuis sa fenêtre pendant que ses parents sont courbés à travailler dans les vendanges, et qu'il y a un dédoublement avec sa petite fille. Finalement, il aimerait bien que sa petite fille, elle aussi, ait un peu plus peur de son père, même s'il ne le dit jamais. Je pense qu'il n'ose pas se le dire, parce qu'il sait que c'est pas très bien. Mais dans le fond, il aimerait bien et que ces fantasmes... Oui, ça y est, je fais le lien. Que peut-être qu'il fantasme sur tout ce qui pourrait arriver à sa petite fille, parce que lui-même se souvient, mais à mots couverts, à conscience couverte, de son sentiment de puissance sur une jeune femme. Voilà. Alors là, vous avez souligné quelque chose qui me paraît vraiment essentiel. Enfin, tout ce que vous avez dit est évidemment essentiel, mais quelque chose de vraiment essentiel, c'est la façon dont, dans le creusement de cette intériorité, se construit quelque chose comme une distance, comme une étrangeté de soi à soi, comme une fêlure. Et d'ailleurs, en lisant votre livre, je me disais, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme modèle d'écriture derrière? Je me suis dit, mais finalement, ça pourrait très bien être un examen de conscience, une espèce d'examen scrupuleux de conscience, non pas jésuitique, mais voilà, cette façon de... Mais oui, mais il n'y arrive pas. Il va pas au bout. Il a des éclats de conscience qui sont jamais très... J'ai mis en italique un certain nombre de mots qu'il dit, parce qu'en fait, il essaye de s'ouvrir de cette inquiétude terrible qu'il nourrit pour sa petite fille à une jeune femme. Et ça ne marche pas, parce que cette inquiétude, il n'arrive pas à la justifier auprès de cette jeune femme. Et du coup, il entend ses propres mots, et ses propres mots, il tombe complètement à côté. Et du coup, avec un relief pas normal, même pour lui. Et finalement, il ne s'en saisit pas de ça. Il ne va pas au bout de son examen de conscience, alors qu'il sait très bien que si lui-même... dans tout ce passage, quand il parle à cette jeune femme, j'ai essayé de faire des descriptions acoustiques de ce qui se passe. Et il s'entend lui-même dire les mots, et les mots, au bout d'un moment, sont coupés presque de la source qui les émet. Ils existent pour eux-mêmes, et ils sont, par exemple, il répète souvent descente de garçons, toilette des garçons, drogue, tout ce qu'il prête à sa petite fille. Et le fait de les couper de leur source, c'est-à-dire lui, et de les entendre comme si ce n'était pas lui qui les disait, ça devrait faire tilt dans sa tête et se dire, mais là, je suis en train de répéter trop de fois ces mots-là, c'est pas normal d'être si inquiet. Et il s'arrête en chemin quand même de cet examen de conscience. Il n'est jamais très loin d'une conscience, d'un trop-plein et d'un fantasme, mais il reste toujours au bord parce qu'il ne veut pas que son ordre se défasse complètement. Il a besoin de rester un patriarche. Alors justement, c'est ça qui rend le... Pardon. Ça qui fait que le livre se place à un ordre qui n'est pas seulement celui de la chronique familiale traversée, bouleversée par un drame. Il est vraiment du côté de la conscience, cet étrange paradoxe de la conscience qui, à force de s'affiner, à force de chercher sans cesse sur elle-même, se dépasse, devient aveugle à elle-même. Il en va de même pour les mots. Et c'est quelque chose que sur un registre très différent et en même temps qu'on peut rapprocher, c'est quelque chose qu'on retrouve chez vous, Kinga Wirzikowska. Vous montrez très très bien la façon dont les pensées des personnages, la façon dont leur représentation d'elles-mêmes ou des autres sont parasitées, polluées, imprégnées par des discours extérieurs.
Si je reprends le discours de Paul, par exemple, on voit combien le discours de Paul est une série de réflexes rhétoriques, est une façon de faire advenir immédiatement dans une conversation ou avec lui-même toute une série de clichés, toute une série d'arguments plus ou moins retors, plus ou moins sinueux. Et la question que je me posais, je me suis dit, quand on est écrivain, quand on se confronte à une rhétorique, c'est quand même une rhétorique forte, ce sont des rhétoriques très fortes, ce sont les rhétoriques des médias, des plateaux télé. Quand on se confronte à ça, est-ce que vous n'avez pas craint un moment de vous laisser emporter? Ou comment avez-vous fait pour garder la distance, garder à ce personnage ce qu'il est, c'est-à-dire un personnage de fiction, et pas seulement un simple dédoublement, un simple haut-parleur pour toutes ses opinions? Déjà dans la vie de tous les jours, dans notre manière d'être en permanence confronté au discours des autres. Je veux dire, je pense que moi, ce qui m'intéressait déjà en termes de travail sur la langue, mais aussi sur la manière dont on est des êtres de parole. Je voulais montrer des personnages chez lesquels se mêlent en permanence les discours des autres, puisque alors donc il y a une petite caractéristique dans la manière dont je traite les discours, c'est que, et ça peut perdre, parfois il y a des gens qui me disent au tout début, puis on s'habitue, mais on ne sait pas, les discours des uns et des autres peuvent avoir l'impression de se mêler. Je voulais créer une sorte d'effet de contagion, c'est-à-dire que quand on parle, on entend, y compris dans ses propres discours, la parole des autres. Je veux dire, parfois on parle, et puis on se dit ça, je suis en train de dire ce mot comme telle personne. Je veux dire, les discours des autres nous traversent en permanence, et c'est quelque chose qui globalement m'intéresse beaucoup. Et puis aujourd'hui, avec le téléphone qu'on a dans notre poche, les réseaux qu'on consulte, cette manière compulsive d'avoir accès en permanence aux données des autres, aux discours des autres, aux paroles des autres, on est encore plus, d'une certaine manière, traversé par différentes voix, influencé par différentes voix. Et puis voilà, notre discours est globalement une sorte d'amalgame à la fois de la voix des autres et de la nôtre, quoi. On compose en permanence avec les paroles des autres. Alors en ce qui concerne plus spécifiquement Paul, ça a été ça a été une vraie question. C'est comment on rend une parole qui est de plus en plus violente au fur et à mesure du roman, et puis qui est une parole complotiste, c'est-à-dire que c'est un personnage. D'abord, c'est un personnage inquiet. Ça, je pense qu'on a aussi ça en commun dans nos livres. On parle d'une forme d'inquiétude qui se passe très différemment en fonction des personnages qu'on a, mais on a systématiquement des personnages dans notre monde qui sont des personnages inquiets, et notre monde est globalement, je pense qu'on a été sensible à cette inquiétude diffuse. C'est un monde un peu incertain et auquel on réagit d'une manière ou d'une autre. Et donc Paul, avant tout, ce personnage qui est peut-être le personnage principal, encore que c'est un roman dans lequel plusieurs personnages, toute la famille a son importance. Ce personnage-là est avant tout un personnage, peut-être pas avant tout, mais en tout cas c'est un personnage qui a peur. C'est-à-dire que oui, c'est un homme qui a, dès le début du roman, il a déjà dérivé largement vers l'extrême droite. Il est assez antipathique, je veux dire, mes personnages ne sont pas forcément sympathiques, mais une fois qu'on dit ça, je vais chercher chez eux ce qui aussi fait écho à des choses qu'on peut ressentir. C'est-à-dire qu'on peut ressentir une forme d'inquiétude. Après le Bataclan, après ces attentats-là, on était tous inquiets. Donc après, c'est effectivement comment, à partir de là, le suivre dans un discours paranoïaque, dans un discours complotiste, l'écrire, vouloir qu'il soit convaincant, puisque c'est un discours qui doit contaminer les autres personnages, sans pour autant ni qu'il nous contamine, ni qu'il contamine le lecteur. Et donc ça, effectivement, je pense, j'espère ne pas avoir été moi-même, et j'espère ne pas contaminer le lecteur, mais je pense que ça, c'est après des faits de construction qui font que, en même temps que ça se pose, il y a un autre endroit du livre, une faille, quelque chose qui le dénoue, qui lui enlève de sa puissance. J'espère que, en tout cas, c'est ce que j'ai cherché à faire pour effectivement pouvoir montrer ce discours-là quand même dans sa puissance, dans sa capacité de transmission, puisque j'ai aussi voulu montrer que c'était en tout cas une logorée souvent. On voit je me suis inspirée aussi, j'ai beaucoup regardé
vidéos, de discours qui pouvaient être un peu semblables à celui que lui aurait pu tenir sur sa chaîne YouTube, mais que je n'ai jamais, véritablement retranscrit son discours. Au départ, je l'avais fait, mais c'est plutôt par traversée. Donc j'ai essayé de m'inspirer de ça. Et puis, mais en même temps, je sais pas, de mettre un certain nombre d'éléments dans le roman qui le désamorcent, ou en tout cas qui en montrent les limites, les impasses. Enfin, pas qui les montrent, mais qui les font vivre. Voilà, qui ne nous donnent pas à nous envie d'y aller. Mais le fait aussi que, par ailleurs, c'est un pauvre type et que je ne sais plus si on le présente tout de suite comme un gros rec. On voit surtout que c'est un type qui cherche une notoriété et qu'il voit bien que hop, ça lui passe sous le nez, il pourrait bien s'en saisir pour faire quelque chose. Exactement. Ça pourrait être autre chose. Sauf que ça, c'est dans l'air du temps. Exactement. C'est-à-dire que c'est aussi ça. C'est-à-dire que dès le début, il y a l'idée, merci Elsa, que en fait, il va de ce côté-là parce qu'il sent que ça marche, que c'est un discours simplifié, il veut la gloire. Il a connu un peu de célébrité dans les années 90, il est en train de chuter, plus personne ne s'intéresse à lui, et il se dit, ça marche. Et voilà. Et donc, c'est aussi une idéologie opportuniste. Et au-delà même du côté opportuniste, effectivement, il y a un moment dans le texte où on s'aperçoit que c'est radicalement opportuniste, parce qu'il y a une histoire de vengeance, je n'en dis pas plus, vous le lirez. Et c'est aussi une façon de fragmenter totalement la notion de parole. On assiste à quoi? On voit quoi? On voit un discours qui tourne en roue libre, qui est une succession de formules, un flux de formules qui cahote un peu dans tous les sens, qu'on peut récupérer, reprendre. Bref, j'ai dire presque une série de discours sans correspondance matérielle, sans besoin d'une suite matérielle. Paul et Réac, effectivement, il pourrait tout aussi bien être « touche pas à mon pote » ou quoi que ce soit. Le discours tourne en rond. Et pour fragmenter ces discours qui tournent en rond et qui pourtant sont délétères, terriblement délétères, il y a peut-être un moyen, et en tout cas une suggestion, une piste qu'on peut trouver en ouvrant le livre de Françoise Collet. C'est que dans votre livre, Françoise Collet, il y a aussi un discours extrêmement, à la fois extrêmement pernicieux, extrêmement fort. C'est le discours du père, du second père. Je pense à cette scène où il pousse un des personnages au suicide. Et en même temps, il y a le discours de votre narratrice. Et c'est un discours dont je dirais que c'est un discours de détonation, de claquement. Il y a des termes qui claquent très fortement, un emploi ou alors des phrases très courtes, des termes très familiers, de l'humour aussi, mais un humour sec, là encore, vraiment un côté coup de feu parfois. Et je me demandais si cette violence-là était un petit peu le pendant salubre, salutaire, nécessaire à cette autre violence dont on vient de parler, celle des discours, celle de la rhétorique, bref, la violence d'un langage du pouvoir. S'il y avait dans le langage de votre narratrice quelque chose comme une libération par une forme de brutalité. Je pense surtout que les thématiques abordées, on en revient un peu à ce qu'on disait pour Kinga, c'est que il y a des choses qu'on a du mal à raconter aujourd'hui. Raconter l'extrémisme, parler de personnages comme ça, c'est tellement tricky, c'est tellement épineux. Il faut être vraiment très très vigilant. Et on cherche la justesse. C'est la seule manière de pouvoir être légitime à en parler et de ne pas tomber dans les pièges et de ne pas se faire happer. Donc il faut être juste. C'est le seul moyen d'avoir cette liberté de parole, c'est de chercher la justesse, il me semble. Et la narratrice, elle est dans cette espèce d'environnement où il y a on est plein de tout ça, c'est très tabou. La parole est assez confisquée. On parle d'un père juif, d'un père arabe. Elle est moitié-moitié. Elle s'emporte. Ces hommes ne sont pas. C'est pas révérencieux. Ces hommes ne sont pas recommandables. Ils sont pas aimables. Et donc pour pouvoir dire ça, il fallait être juste. Il fallait pas être dans
dans la critique idiomatique. Il fallait être juste. Et la violence, les mots, le mélange, les langues, l'allemand, c'est ces mots qui parsèment ce livre, l'allemand, l'arabe, des choses presque phonétiques, puisqu'on ne sait pas trop les écrire, on les entend. Je pense que ça participe aussi à essayer de restructurer tout ça en le racontant, essayer de donner une place à chaque chose en le mettant à distance, mais de pouvoir dire on a le droit de parler de pères juifs totalement déficients, on a le droit de parler de pères algériens totalement déficients, on a le droit de parler de gens voilà, et de se réapproprier la parole, et ça c'était important. Et cette liberté, cette femme, elle se réapproprie plein de choses. Elle se réapproprie sa vie, sa sexualité, ses racines. Elle raconte. En racontant son histoire, elle dit ce qu'elle a envie de dire, comme elle a envie de le dire. Et elle fait le portrait de sa mère, le portrait de ses hommes. C'est vraiment de la réappropriation. Et avant tout, la réappropriation de la parole et de tous ces chants qui sont de plus en plus confisqués. Enfin, voilà. Alors, réappropriation de sa parole, une réappropriation qu'on pourrait presque dire d'ordre éthique ou philosophique, car face à son discours qui est un discours de la sincérité brute, elle le dit, vous l'avez très bien dit, j'aime pas mon père, c'est un salaud, et l'autre, le précédent, n'était pas mieux non plus. Et à côté de cette parole-là, cette parole qui a la justesse de la brutalité et de sa virulence, il y a une parole du mensonge qui est essentielle. Le premier père a pour surnom à un moment le magicien, c'est un petit peu l'embobineur. L'autre se fait passer en rentrant au bled pour un bon musulman exemplaire. En France, il lève le coude plus souvent qu'à son tour. Donc je me demandais si c'était pas aussi une façon d'opposer peut-être deux types de paroles, aussi une qui serait de l'ordre du factice, de la poudre aux yeux, et puis l'autre qui serait violente par nécessité de briser cette façade factice. Oui, mais enfin, effectivement, il y a du mensonge, mais il y a aussi, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des pauvres types surtout. Il y a des gens misérables, il y a des gens... Alors, misérables, c'est pas péjoratif, c'est juste ce premier mari qui est un peu comme un personnage de Vittorio De Sica, qui est flamboyant, qui prend la vie comme une scène de théâtre, parce qu'il a échappé au pire, et elle parle de la futilité, de l'inutilité de cette existence. Donc c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de distance par rapport à ça, et ça peut ça peut le rendre très charmant, très flamboyant, parce qu'il a cette espèce de légèreté, mais qui ne va pas du tout avec son rôle de père et ses 6 enfants et ce qu'on attend de lui. Donc il y a ça, il y a cette vie qu'on s'invente, qu'on rêve. C'est la complexité de l'humain surtout. Et puis il y a ce père algérien qui lui aussi, il est arrivé en France pour gagner de l'argent, pour réussir. Son frère en Algérie a fait fortune, il a 4 femmes, il a 24 enfants, et lui, il s'est exilé, et en fait, il a fini dans un foyer, à travailler avec des compatriotes. Sa seule réussite, c'est d'avoir rencontré cette femme qui avait déjà des enfants, et d'avoir réussi à vivre dans un appartement. Et même ça, il n'est pas allé au bout de cette histoire parce que ça répondait pas à ses rêves, à sa volonté de réussite, d'en mettre plein la vue à ce frère. Donc il y a cette problème. Oui, c'est pas des gens aimables, mais ils ont aussi des raisons de ne pas l'être. Enfin, c'est toute l'ambiguïté de la chose, et c'est pour ça que
on peut le dire. Enfin, on essaie j'espère que dans ce roman ça transparaît. C'est pas l'idée, c'était pas de tailler. Et c'est pour ça que on me parle des femmes. Oui, je parle beaucoup des femmes parce que c'est la légende de la mère et c'est un personnage important. Mais ces hommes sont souvent ont souvent de bonnes raisons d'être aussi minables. Donc voilà. Tout le monde a ses raisons, disait Renoir, je crois. Alors, vous avez évoqué toute cette question de justesse autour de laquelle on tourne. On parlait de justesse, de violence, et ça m'amène à un genre, je sais pas si c'est un genre littéraire, en tout cas c'est un genre d'écriture, c'est le genre du fait divers, qui occupe une place relativement importante dans votre livre, Elsa Jonquet-Kornberg. D'abord parce que, on dira que la trame est un fait divers, mais aussi parce que le personnage du grand-père a eu un moment... dans un contexte professionnel, à travailler avec un écrivain qui donnait des cours de communication, de synthèse, lequel écrivain travaillait à partir des faits divers. Et le grand-père se remémore la façon dont il percevait lui-même les faits divers. Et j'ai l'impression qu'il y a une tension, il y avait une espèce de tension permanente entre l'exactitude sèche, brute, et puis de l'autre côté, la nécessité ou la volonté de donner quelque chose, un corps plus vivant, quelque chose de plus organique à travers l'écriture. Et j'avais l'impression que votre livre était sans cesse une espèce d'interrogation là-dessus. Est-ce que je vais vers le fait brut ? Mais alors, est-ce que quand je vais vers le fait brut, je ne vais pas vers la sécheresse ? Ou alors, est-ce que j'explore le fait? Est-ce que, comme vous l'avez décrit à propos de la conscience et du langage du grand-père, est-ce que je vais vers une espèce de multiplicité un peu plus protéiforme? Et dans ce cas, est-ce que je ne perds pas le texte de vue? Est-ce que ce balancement-là, c'est quelque chose à quoi vous avez été sensible au cours de l'écriture? Alors, pas en ces termes, mais il y a effectivement eu un balancement. C'est que moi, je ne suis pas partie du fait divers, en fait. Je suis partie à la moitié du livre. C'est ce grand-père qui se demande comment il va parler de son inquiétude à cette jeune femme, qui se trouve être la fille de cet écrivain de romans noirs. Et il parle, et il s'inquiète. Il y a une ellipse, et paf, il arrive quelque chose. Et le balancement que j'ai eu, c'est est-ce que c'est un roman noir? C'est un roman noir parce qu'en fait, finalement, dès le début, quelque chose est écrit. Et ça me permet de rebondir sur la question de tout à l'heure sur l'examen de conscience. En fait, oui, bien sûr qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'examen de conscience, parce que comme il s'est ouvert de ses inquiétudes à cette jeune femme, que ça n'a rien donné, et qu'ensuite la catastrophe arrive, tout ce qu'il a dit à cette jeune femme se teinte d'un autre sens, se teinte d'un sens de signe, comme s'il avait vu quelque chose, comme s'il avait eu une préscience, ou comme s'il avait tellement fantasmé sur cette catastrophe qui allait arriver, qu'elle est arrivée. Comme dans un roman noir où, a priori, on sait qu'il y a quelque chose qui va mal se passer. La question, c'est comment ça va se passer. Et ma question que je me posais, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin ? Ou est-ce que c'est lui qui, d'une certaine manière, est responsable de ça? Et dans ce cas-là, c'est l'examen de conscience qui va le faire, qui va le déterminer. À part qu'il ne peut pas le mener jusqu'au bout, cet examen de conscience. Et comme il ne peut pas le mener jusqu'au bout, la fille de cet écrivain de faits divers va venir hanter sa conscience, comme quelqu'un à qui il a dit des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû dire, et il va reconvoquer des motifs ou des mots qu'il a dit, et qui vont se teinter d'une autre humeur. Voilà ce que je voulais dire. Il y a sûrement autre chose que je voulais dire, mais je ne sais plus. En tout cas, là, on est tel que vous le décrivez. À un moment, alors, je reviens un petit peu sur la question du fait divers. À un moment, réfléchissant sur le fait divers, il réfléchit sur la façon dont l'écrivain dont on parle s'en empare et se dit oui, la catharsis, tout ça, mais c'est très bien, les écrivains écrivent, il faut de temps en temps se distraire. Je schématise à très gros traits, hein. C'est infiniment mieux écrit que ce que j'en dis là. Et puis, il va lui arriver quelque chose qui relève, peut-être pas de la catharsis, mais qui relève de la tragédie au sens le plus grec qui soit. Voilà, mais comme dans un roman noir. Un roman noir, c'est la structure de la tragédie. Est-ce que les personnages vont agir selon leurs déterminismes sociaux ou selon une mécanique de hasard qui va finir par ne plus être du hasard et être une mécanique qui les broie? En tout cas, ce qui est sûr, ce qui m'a intéressé avec le personnage de l'écrivain, c'est que Armand, le grand-père, ne prend pas au sérieux les histoires.
il ne les prend pas du tout au sérieux. Il est très content parce que l'écrivain il fait progresser ses étudiants en communication. Mais lui, il ne prend pas ça au sérieux. Il a de l'admiration pour l'écrivain, mais c'est des petites histoires, quoi. Et en fait, c'est sérieux de raconter une histoire, c'est sérieux de se raconter une histoire. Et lui, Armand, se raconte des histoires sur ce qui pourrait arriver à sa petite fille. Et quelque chose arrive effectivement. Et en fait, la manière dont il reconvoque la fille de l'écrivain après, évidemment que derrière, il y a aussi le personnage de l'écrivain qui, lui, raconte des histoires à partir de faits divers qui sont effectivement arrivés. Et c'est la question de l'événement aussi. Est-ce que le fait divers, c'est juste le fait divers et on peut se le représenter comme « Oh là là, vraiment, la poisse, ça aurait pu arriver à n'importe qui, c'est tombé sur elle ». Qu'est-ce que c'est un événement? Est-ce que ça commence au moment où ça arrive ou est-ce que ça commence bien avant et qu'il y a un temps indéfini où les choses commencent à arriver et se reproduisent et arrivent de manière catastrophique? Et moi, je pense que il y avait une figuration avant. Après, si la catastrophe n'arrive pas, on ne la voit pas, la figuration. Mais moi, je pense qu'il y avait une figuration de la catastrophe avant qu'elle n'arrive. Voilà. Alors, cette préfiguration dont vous parlez, cette façon de discerner les grandes lignes de ce qui va advenir dans des événements antérieurs, qui a priori n'ont pas grand-chose à voir avec. Et d'ailleurs, cette dernière pensée, tout à la fin du livre, va à l'écrivain et de comment l'écrivain raconterait ça. Et que lui ne peut pas raconter. Justement, il n'a pas ce pouvoir de récit. Même s'il essaye, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a un peu de temps, même s'il essaye une autre forme de récit, c'est le récit officiel, puisqu'il va devenir le porte-parole aussi de toutes les victimes de ce même genre d'acte. Mais justement, cette idée que le temps se fragmente aussi, que le temps se brise, qu'il part peut-être en arrière, que le futur est enclos, l'avenir est enclos dans le passé, et ainsi de suite, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez vous, plus qu'en filigrane, Kinga Wierzykowska, avec le personnage de la mère. La mère, donc la mère de la fratrie dont on parlait tout à l'heure, la mère de Paul, qui est un personnage double, ou plus exactement, qui est accompagné d'un double, qui est un spectre aussi. Donc, et là, au départ, je me suis posé la question, je me demandais un petit peu que vient faire ce spectre-là. Et au bout d'un moment, j'ai eu le sentiment que peut-être que là se dessinait quelque chose d'atavique, quelque chose qui, dès le début, était du côté de ce dédoublement qui allait hanter toute la famille. Peut-être une façon, comme l'a dit Elsa, une façon peut-être de mettre déjà les choses en place et de les préfigurer à l'avance. On préfigure toujours à l'avance, c'est idiot de les préfigurer. En tout cas, parce que pour remettre un peu dans le contexte, la grand-mère, enfin celle qui est... il n'y a plus de patriarche, le patriarche est mort, donc à la tête de cette famille, ou en tout cas le personnage le plus âgé, c'est un personnage qui s'appelle Isabella, qui fête ses 70 ans au début du roman, et qui en tout cas a maille à partir avec le temps, puisqu'elle a 3 enfants, dont un fils, Samuel, qui est par ailleurs chirurgien plasticien, et qui a pour mission de lui redonner un peu de sa jeunesse en lui injectant du Botox assez régulièrement. Donc voilà, il y a quelque chose qu'elle cherche à figer. C'est ce personnage qui cherche à lutter, et puis on apprend assez vite. Donc ça démarre par son anniversaire, et ça démarre par un diaporama, enfin une séance de projection où on va voir comme ça son défiler son existence. Seulement, sa meilleure amie qui a décidé de faire défiler les photos s'est dit que c'était un peu trop triste de les faire défiler par ordre chronologique. Donc, elle les fait défiler de manière assez aléatoire. Et donc, on voit surgir de temps en temps cette femme qui paraît plus jeune 20 ans plus tard, et puis comme ayant un masque, et puis retour à la petite fille, et puis avec des photos également de sa sœur jumelle, qu'elle a perdue très jeune, et qui effectivement, alors elle est à la fois hantée par sa jeunesse, hantée par la beauté de sa jeunesse, puisque c'est une femme qui a été une femme dont on comprend flamboyante, hantée par sa sœur, et qui effectivement vit, on comprend au fur et à mesure du livre que cette petite morte lui tient d'une compagnie, la hante lui tient compagnie, mais je crois que c'est peut-être le cas de tous les personnages, c'est-à-dire qu'en tout cas ils ont quelque chose contre lequel ils luttent aussi,
et qui est cette espèce de mort qui nous guette, mais aussi de quelque chose de morbide, de trop... et que j'essaye quand même, parce que là, ça fait un peu sinistre, hein, donc j'essaye, comme ça me fait très peur, j'essaye un peu d'en rire. J'ai essayé de me plonger avec eux dans ce qui n'était pas joli en eux, mais pour essayer, et donc du coup d'aller chercher ce qui n'est pas très joli en moi non plus, et d'essayer avec peut-être voilà, de rebondir à partir de ça et d'en rire un peu. Enfin, je veux dire, alors je réponds complètement à côté de la question, pardon, mais effectivement, peut-être parce que cette question du double et la manière dont vous l'interprétez, ça, c'est que l'interprétation appartient au lecteur. Et moi, je ne sais pas, ça dépasse, ça dépasse ma propre lecture du texte. Bien sûr, mais ce que je voulais dire par là, c'est que au-delà de ma stricte interprétation tyrannique et arbitraire comme interprétation, il se produisait aussi des essais, notamment un des effets les plus intéressants de votre livre, c'est que d'une part, on a ce fil-là, cette espèce de façon de distraire hors du temps le personnage, de le mettre en de lui accoler un fantôme, un double, de le tirer vers le fantastique, et de l'autre, on a aussi cette écriture qui est à la fois très minutieuse, qui a les yeux ouverts sur le temps, une écriture qui est très souvent, et même plus souvent qu'à son tour, de l'ordre de la satire, qui évoque aussi un moment où il y a une allusion à Crash de Cronenberg, par moment on pourrait penser à Ulrich Seidel, donc on a aussi une écriture qui a une puissante matérialité descriptive de notre temps, et c'est cette tension entre les deux qui, je trouve, produit toute une série d'effets. Alors on peut être obsédé par le double comme moi ou un peu moins, mais il me semble qu'il y a cet effet de démultiplication des registres, et cet essai-là, justement, ce serait peut-être même la définition de l'humour, hein, cette espèce de fragmentation. Et ça m'amène à votre livre, Françoise Collet, et à votre utilisation de l'humour, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde, il n'est pas facile de dire qu'on n'aime pas son père, que le père était un salaud, que le père précédent était un salaud aussi. Et en même temps, le ton de la narratrice n'est effectivement pas toujours un ton humoristique, mais il l'est assez souvent. Là, quand elle parle de sa mère, ma mère c'était la Kofi Annan de l'immeuble. Il y a toute une série de, je n'ose pas dire punchlines, mais de passages qui sont très très drôles. Et je me demandais un petit peu cette présence de l'humour, là où on ne l'aurait peut-être pas attendu, dans ce qui est quand même un livre qui aurait pu prendre les atours d'une confession ou d'un règlement de compte. Est-ce que ça répondait à une volonté particulière chez vous ? Oui, c'est une volonté. Je ne sais pas si on écrit un livre comme ça. Encore une fois, c'était un désir de justesse. Et le livre est largement autobiographique. Donc il y avait aussi le désir de raconter une histoire, de s'emparer, de structurer, de se raconter. Et il était important aussi de ne pas tomber dans le gémissement. Ça aurait pu être un grand gémissement. Or, ce n'était pas l'idée. C'est une histoire qui est racontée bien des années plus tard, avec le temps, la vie des gens qui sont partis. Et c'est, encore une fois, c'est de l'ordre de la réappropriation de son histoire et de la raconter comme on l'a senti. C'était aussi dire dans ces maisons, dans ces endroits, il y a de la beauté, il y a du rire, et heureusement, parce que sinon ce serait insupportable. Et il y a une grande capacité à prendre le bonheur là où il est, parce que justement c'est de l'ordre de la survie des fois. Donc, et ce côté, cette mère a aussi toujours des mots, des phrases assez assassines. Elle a un humour tranchant et
Et ça, ça fait partie des outils dans la boîte à outils là, qu'elle transmet à ses rejetons pour avancer. Et c'était important que le livre soit ponctué de l'humeur, de l'humour qui existe aussi dans ces endroits. C'est pas monochrome. Alors c'est d'autant moins monochrome que cette présence de l'humour, cette présence de registres différents, enfin, est aussi une façon, un petit peu comme chez Kinga, de faire coexister à la fois une justesse au sens le plus étroit et le plus réaliste du terme, puisque voilà, on voit comment vivent les personnages, on voit leurs difficultés matérielles, et puis une façon aussi de les pousser vers une forme, enfin peut-être pas de les pousser, mais de montrer ce qu'ils peuvent avoir, qui dépasse cette réalité brute. La mère est presque un personnage mythique, elle est obèse, elle pourrait être, je sais pas, une de ces vivandières qui suivait l'armée napoléonienne, elle pourrait être une Falstaff au féminin chez Shakespeare. Et il me semble que c'est peut-être, et on finira là-dessus, c'est peut-être un point commun de vos 3 livres, c'est-à-dire une façon de coller au plus près à ce qu'on pourrait appeler le réalisme envisagé au sens le plus étroit qui soit, et d'un autre côté, une façon d'essayer d'aborder ces faits, ces événements, cette chronique d'une famille, cette chronique aussi d'une jeune femme ou d'une jeune fille, cette façon de l'aborder autrement en faisant intervenir, alors ça peut être une jumelle spectrale, ça peut être un cerf dont la soudaine apparition peut-être renvoyer à, je sais pas moi, certaines images de bois sacré mythique. Donc il me semblait vraiment qu'il y avait dans vos 3 livres une façon de concilier des choses extrêmement diverses et que c'était peut-être là que la brisure dont nous parlons de tout à l'heure à la fois se manifestait et se résorbait. Oui, je pense que la réparation, c'est aussi la dimension presque poétique des fois qu'on parvient à donner à des événements d'une vie. C'est aller chercher on se raccroche souvent à une personne. On n'est jamais plus pieux que quand on perd quelqu'un parce qu'on a besoin de donner une autre dimension. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça se passe. C'est justement le besoin à un moment d'être dans une autre dimension. Et avoir besoin de ça pour pouvoir vivre le quotidien. Et j'aime bien cette idée de vivre dans plusieurs dimensions, d'avoir plusieurs grilles de lecture, d'avoir plusieurs angles pour parler des choses. Le livre, il parle de gens bien, de gens moins bien. Et en même temps, le regard du père de la fille est absolument irrévocable. Le frère qui a vécu en Algérie, qui a une autre lecture, qui a d'autres clés de lecture, n'est pas aussi... D'ailleurs, ça va le perdre. Il a d'autres outils. Il est moins protégé. Enfin, il a d'autres outils, il est moins protégé, c'est un peu... Mais en tout cas, pour comprendre cet homme, mais ce que je voulais dire, c'est que oui, moi, l'idée surtout de ce livre, c'est que j'avais vraiment envie alors, je n'avais pas beaucoup d'idées au départ, c'est arrivé comme ça. Mais je suis assez contente parce que j'ai l'impression que c'est un peu un conte, un conte moderne. Et son oralité me fait penser aux histoires racontées par les grands-mères ou les griottes. Donc, ouais, j'aime bien l'idée de transmission et de quelque chose qui se transmet et qui est un peu universel, parce que les valeurs, en fait, c'est des histoires d'amour, d'hommes, de femmes, de pays fantômes, de sorcières, de loups. Il y a cette dimension-là et peut-être que c'était ma capacité, c'était dans ce contexte-là que je pouvais raconter cette histoire. Peut-être que j'aurais pas pu la raconter avec
d'une autre manière. Donc la fameuse brisure dont on parle tout à l'heure, c'est finalement aussi la brisure d'une porte, d'une embrasure qui va ouvrir sur d'autres mondes. Alors ces mondes-là, vous pourrez les découvrir en lisant les livres des 3 autrices. Là, malheureusement, nous allons devoir arrêter notre entretien là. Donc merci à vous et merci à vous également. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.